toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner une voiture traditionnelle française. Ça fait du bien parfois de revenir à des voitures d'occasion, des vraies voitures d'occasion, ni des Youngtimer, ni des voitures récentes, ni des voitures de luxe, ni des voitures de ce que vous voulez. Parfois, ça fait du bien de reprendre des voitures de papy, des voitures classiques avec des boules de remorque. Vous l'avez lu dans le titre, c'est une Peugeot 307, 1,6 litre 16 soupapes, le moteur traditionnel essence qui a fait le succès de Peugeot et de Citroën pendant de nombreuses années. La finition en question, c'est la finition Oxygo, donc c'est une série limitée pour cette 307, c'est pas une gamme standard, c'est une 307 phase 2. La 307 phase 2 est sortie à la fin de l'année 2005, celle-ci est de 2006, et donc on va refaire un petit tour d'horizon puisque la 307 berline 5 portes, je crois, n'a jamais été mise sur la chaîne. On a eu la CC, on a eu la Féline 180, on a eu la Break il y a très longtemps, et là on va présenter à nouveau une 307, mais cette fois-ci en berline 5 portes, et on va voir si aujourd'hui elle est encore toujours dans le coup, cette voiture à succès de chez Peugeot. La Peugeot 307, on va revenir un petit peu sur sa carrière, est sortie en 2001. Elle sort en 2001 au moment où les monospaces font la révolution du marché du véhicule sur le véhicule neuf. C'est à la mode. On a uniquement à ce moment-là le mot monospace dans la bouche. C'est ce qu'on veut, enfin en tout cas ce que les gens veulent, les acheteurs veulent. Ils veulent du Scénic, ils veulent du Zafira, ils veulent du Xara Picasso, ils veulent toutes ces gammes de voitures, et ils veulent plus forcément de voitures avec un niveau de sportivité important. Ils veulent de l'espace, ils veulent de la famille. En tout cas, les communicants ont réussi à mettre ça dans la tête, et étant donné que les communicants ont réussi à mettre ça dans la tête, et ben il fallait à ce moment-là, plutôt que de faire des SUV comme aujourd'hui, on a un peu les mêmes mots dorénavant. À l'époque, on essayait de transformer les berlines traditionnelles en espèce de monospace, c'est-à-dire qu'on les rehaussait, et la 307 en est l'un des premiers exemples parfaits. C'est-à-dire que par rapport à une 306, nous avions une voiture qui avait énormément monté en termes de hauteur. Alors j'ai pas les chiffres en tête, mais je vous les mets, mais la voiture est beaucoup plus haute qu'avant, elle est beaucoup plus ronde. Elle a cet aspect sur la partie avant où on a presque l'impression qu'il n'y a pas de décrochement, qu'il y a un plongement comme un monospace. Il n'y a plus cette cassure nette au niveau de la face avant, au niveau de la voiture. On va le voir tout à l'heure, l'apparition des tableaux de bord profonds. Ce que j'appelle les tableaux de bord profonds, on va le voir, ont des avantages et des inconvénients. Mais on a la monospacéisation, ça fait un très long mot, je ne sais même pas s'il existe, des berline traditionnelle, et la 307 en a été l'exemple, mais on a eu à la suite la Golf 5 qui a eu ce côté-là. Ils ont même fait la Golf Plus pour vraiment intensifier le côté monospace tout en gardant la dénomination Golf. D'ailleurs, ça a été un échec, cette voiture, pour Volkswagen. On a eu également d'autres modèles plus ou moins connus. On a eu la Fiat Croma, par exemple, qui était avant une berline traditionnelle, et puis on était sur un gros break presque monospace, etc. Enfin, on pourra en citer 1000 des voitures qui ont eu cette mode à ce moment-là. Aujourd'hui, on est sur la mode de n'importe quelle voiture, il faut la SUVifier, voilà, si on peut employer ce terme également. Mais en tout cas, à l'époque, c'était cette mode-là. Donc, on a une espèce de ligne presque monovolume sur cette voiture, privilégiant le confort et l'espace à bord. Voilà, moi ça me plaît pas particulièrement ce design. Il y a certaines voitures, comme je le disais dans certaines vidéos, comme par exemple l'Avantime, qui me plaisait pas quand c'était sorti, mais qui avec les années et l'œil s'est amélioré. Par exemple la Mégane 2 aussi, qui était sa principale concurrente sur le marché. Je détestais cette voiture. Aujourd'hui je peux pas dire que j'aime, mais il y a quand même des choses qui sont un peu mieux vues auprès de mon œil, qui a évolué. Mais cette 307, de manière générale, il n'y a pas grand chose qui me plaise. Elle est quand même un peu plus jolie en phase 2 avec cette nouvelle face avant, ces anti-brouillards ronds, et encore pas sur toutes les versions. Mais alors la 307 phase 1, elle a toujours été moche à mes yeux, elle le sera toujours. Je n'ai jamais aimé cette voiture. Et donc, en parlant de la 307 phase 2, comme ici, on a une évolution esthétique assez importante avec une nouvelle signature au niveau des phares. On a des phares beaucoup plus agressifs. On a un pare-choc qui est très entreprenant avec un lion à l'aspect chromé assez important
en haut de ce pare-choc, on a une énorme ouverture, une grosse bouche assez souriante. On a sur certaines versions ces anti-brouillard dits sport. La partie latérale n'évolue pas par rapport à la phase 1, entre la phase 1 et la phase 2, et la partie arrière évolue au niveau du design, surtout des feux arrière qui deviennent presque à cristaux, hein. On peut le voir ici, alors que sur la phase 1 c'était des phares peut-être un petit peu plus ternes dans leur dessin. Et donc les 307 Oxygo, donc c'était des séries limitées qu'ils avaient fait en 2006, pour 2006-2007. Il y a eu quelques milliers d'exemplaires de produits, et donc elles avaient ces jantes de finition sport, donc des jantes en 16 pouces à 6 branches. Elles avaient ces jantes là, elles avaient ce qu'ils appellent le pack look, donc c'est la peinture intégrale des baguettes, et en plus de ça elles avaient le pare-choc à effet sport, puisqu'ils appelaient ça pare-choc sport, donc avec ces grands anti-brouillards ronds avec canules chromées. Et donc ça donnait un petit côté valorisant à l'aspect extérieur que n'avait pas forcément une Comfort Pack qui reprenait l'ensemble des équipements intérieurs extérieurs. On a une finition extérieure un petit peu plus dynamique, ce qui la rend un peu plus sympa peut-être cette 307 que d'autres, surtout souligné avec ce rouge Lucifer qui, pour une fois, ce rouge Lucifer n'est pas complètement délavé, il est plutôt nickel. C'est une 307 qui est plutôt en bel état, qui a 80 000 km. Ceci expliquant peut-être cela, et puis je pense qu'elle a été bien stationnée. Donc ça fait plaisir d'avoir une 307 en bon état comme ça. Et donc ça nous rend un peu plus clément sur son design. Mais globalement, on ne peut pas dire que le design de la 307 ce soit une chose heureuse. Et ce n'est pas le coup de crayon le plus réussi de chez Peugeot. Mais c'est comme ça, il fallait séduire les acheteurs et les clients de voitures de ces années-là. Et donc on était en plein monospace. Pour accéder à bord de la 307, j'ai ma poignée classique avec une porte qui ferme plutôt bien sur cette voiture, mais je sens que ça fait plastique hein, quand même. Ça fait pas haute qualité de manière générale. Je chipote quand je dis ça, mais bon, on sent qu'il n'y a pas une recherche particulière dans l'ouverture de la porte. Il n'y a pas un côté agréable particulier de ce côté-là, dans cette petite chose. La révolution 307 dans cette voiture par rapport à la 306 qu'elle remplaçait à l'époque, c'était donc le design extérieur, je l'ai dit, mais à l'intérieur, c'était un grand chamboulement. Il y en avait pour notre argent en termes d'évolution. Donc on avait toujours ces quasi exclusivement des plastiques intérieurs noirs. On a eu des 307 en phase 1 avec des intérieurs verts, bleus, voire beige. Les 307 phase 2 avec intérieur beige sont plus rares, et on a eu certaines 307 félines avec des intérieurs particuliers tout en cuir, etc. Mais la grande majorité des 307 ont cet intérieur noir, parfois souligné de bois, coup sur les phases 1, mais quelques exécutifs phase 2 ont eu les fameuses boiseries de tableau de bord en plastoc qui n'étaient pas du meilleur effet. Mais la majorité était comme ça, finition alu dite sport et plastique de couleur noire. Et donc l'effet monospace, l'effet gros tableau de bord, c'est que avant l'apparition de cette génération de voitures, on n'avait pas sur les berlines des tableaux de bord où on ne touchait pas le bout quand on était au fond du siège. Là, voilà, j'arrive au niveau du compteur. En restant dans mon siège, pour arriver au bout du tableau de bord, il fallait vraiment aller chercher loin, et ça c'était une des caractéristiques précises des monospaces. Et ça a pour conséquence de donner un effet d'espace à bord important, puisqu'on a une grosse planche de bord qui revient vers soi, mais on a également une sensation de confort et de sécurité plus importante dans ces voitures-là, c'est de l'effet visuel. Et on a un effet aussi de vitesse coupée. C'est-à-dire que quand vous aviez votre pare-brise, votre nez sur le pare-brise, quand vous rouliez à 120 dans une 205, on le sentait. Là, dans une 307, vous roulez à 120, vous ne le sentez pas. Ça a ces conséquences-là d'être complètement différent dans l'ambiance et l'impression de voiture. Aujourd'hui, on a tendance à de nouveau réduire les tableaux de bord pour gagner un petit peu de place à bord des voitures, en réduire l'encombrement. Mais pendant très longtemps, cet aspect vraiment de tableau de bord profond a dominé les voitures de ces années-là, des années 2000. Aujourd'hui, on est dans l'ambiance des cockpits, également initiés un peu par Peugeot, avec des consoles qui remontent beaucoup, machin. On a l'impression de conduire un Air Force One, mais finalement, on conduit des 1,2 litre. Donc finalement, bon, quel est l'intérêt de toutes ces choses ?
Là, à l'époque, on était donc sur un tableau de bord qui n'est pas encore un tableau de bord de Mirage 2000, mais qui était plutôt un tableau de bord de monospace, et avec pour conséquence également, aujourd'hui on s'est beaucoup habitué à ça, mais à ces montants de pare-brise qui étaient nettement plus importants qu'avant, et c'était un choc quand vous aviez en concurrente la Xara en 2001 et cette 307, en termes de design de tableau de bord, c'était complètement différent, c'était un autre monde, ça faisait beaucoup plus moderne. Est-ce que c'était mieux ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas ça faisait beaucoup plus moderne, ça tranchait totalement vis-à-vis d'une Golf 4 2001 ou d'une Xara de 2001, c'était complètement différent. En 2007, c'était la norme, mais toujours est-il que cette voiture-là, quand je ferme la porte, on a un très très gros montant de pare-brise qui avait tendance à nous masquer l'angle de 3/4 avant. Pour le reste de la visibilité, c'est plutôt correct. Les rétroviseurs sont pas exceptionnellement gros, mais ils suffisent largement à leur place et à leur taille et à leur fonction. Et l'ensemble vitrage est plutôt bon sur cette voiture. Le siège également sur la 307 est à noter comme étant une de ses très grandes qualités, je trouve, moi personnellement. Le siège des 307 est plutôt très bon, qu'il soit en cuir ou en tissu. L'assise est suffisamment ferme, on ne s'assoit pas, on n'est pas dans un moelleux excessif. Le baquet est suffisamment important pour nous maintenir comme il faut. Un petit reproche peut-être sur la coudoir, mais il a le mérite d'être présent, ce qui n'existait pas avant sur la voiture. Il aurait mérité, puisqu'il est très très gros ce siège, peut-être 2-3 cm de plus en longueur pour être totalement parfait. Mais franchement, pour un siège de Peugeot du début des années 2000, il est extrêmement bon ce siège. On est très bien installé à bord de cette 307 et globalement on a une position de conduite qu'on peut assez facilement retrouver sur une 307 comme étant bonne, avec les multiples réglages qui sont fournis, je crois, sur toutes les 307. Mais encore, s'il y a des 307 qui n'ont pas leur réglage en hauteur du siège, ça doit être extrêmement rare, et c'est vraiment sur des finitions assez basiques. Mais je crois que le siège conducteur peut régler en toute position. Également, il peut régler le volant en hauteur et en profondeur. Après, pour le reste, l'atmosphère est très plastique, avec des ambiances de plastique plus ou moins heureuses, je dirais. L'aspect est plutôt engageant. Le haut du tableau de bord est moussé. Par contre, sur une 307, il ne faut pas s'amuser à démonter les plastiques, parce que quand vous les remontez, ça peut vite provoquer des rossignols. Démonter un panneau de porte, vous démontez ces plastiques là, après ça a tendance à vibroter et tout. C'est pas extraordinaire comme qualité de finition. Les plastiques sont beaucoup mieux que sur une 306, encore que, en tout cas ils font illusion d'être de meilleure qualité, mais globalement ça reste de la qualité moyenne, voire très moyenne. Mais quand on a une voiture comme ici, peu kilométrée, etc., on a une voiture qui est plutôt encore très agréable, et qui fait plutôt propre et pas trop usé. Donc 20 ans après, ou quasiment 20 ans après, c'est tout à fait agréable. Les 307 Oxigo ont un équipement assez pauvre sur la base, mais on peut agrémenter de pas mal d'options. Vous pouvez l'agrémenter de radar de recul comme ici. On pouvait, je crois que le régulateur de vitesse était en série, mais on pouvait mettre les vitres électriques, elles ne les ont pas d'origine, là elle ne les a pas. On pouvait avoir la rétro-rabattable, là on les a pas. On pouvait mettre le MP3, je crois qu'on pouvait mettre le Bluetooth, mais là sur les 307 Oxigo, on a la finition sport extérieure qui est valorisante, et à l'intérieur par contre c'était relativement pauvre. Mais sur des versions comme ici, on a régulièrement la clim qui est automatique, qui était optionnelle, mais qui apporte quand même un certain plus, puisqu'on a quand même un écran digital supplémentaire sur ces voitures-là. On a l'autoradio CD qu'on pouvait mettre en MP3. Éventuellement, on pouvait aussi l'accompagner d'un chargeur. Certaines 307 ont un GPS à la place de l'afficheur ici. Et le compteur de vitesse, c'est le compteur tradi Peugeot, avec de gauche à droite le contour, la température d'eau, la jauge à carburant et le compteur de vitesse. Donc très classique, très lisible. Pas de fioritures, pas d'excès sur ces versions-là. Pas de température d'huile, pas de pression d'huile, etc. On est sur du basique, du courant. On peut faire à peu près ce qu'on veut.
Mais on n'aura pas de suréquipement. En même temps, c'est pas ce que demandait la clientèle de ce type de véhicule. Le régulateur de vitesse est présent ici, la commande au volant est présente ici, le volant est en cuir, le cuir est de meilleure qualité que sur les 207, donc ça c'est agréable. Par contre, le COM 2000 est toujours pourri. Moteur 1,6 litre, 2 boîtes de vitesse possibles, soit la manuelle à 5 rapports traditionnelle comme ici, soit la fameuse BVA4 dégueulasse de chez Peugeot, Renault, la Proactive, frein à main classique, allume-cigare et petit cendrier éventuellement pour les fumeurs. L'avantage de notre 307 aujourd'hui, c'est qu'elle est en 5 portes. Et donc comme elle est à vitre manuelle, on va s'amuser de manière à l'ancienne à ouvrir la fenêtre pour essayer, comme d'habitude, de voir ce qu'elle nous offre. Elle nous offre une surface d'ouverture moyenne plus, j'ai envie de dire. On a la vitre qui ne descend pas totalement puisque le dessin s'arrête ici pour la porte. Donc, petite... Non, ça fonctionne. Bon, c'est qualité moyenne de Peugeot. Hein, voilà, c'est ce genre de choses. C'est pas grave, mais j'aime bien souligner ces détails-là. L'avantage de la 307, pour en revenir à notre voiture, c'est que comme elle est monospacéisée, c'est que pour s'installer à bord et surtout s'installer à l'arrière, je me plie presque pas. Donc on gagne quand même assez généreusement en termes de confort pour rentrer dans l'auto. Ça, c'était un des avantages de la voiture. C'est moche, mais au moins quand on rentre dedans, quand mamie monte à l'arrière, mamie elle n'est pas embêtée, elle peut s'installer tout à fait tranquillement dans la voiture, il n'y a pas de souci. Après, en termes d'espace à bord, c'est correct. Très franchement, c'est correct. On n'a pas les genoux dans le dossier du siège conducteur. Là, le siège est réglé pour ma façon, gabarit standard. Et donc, je suis plutôt correctement installé. Il faut par contre systématiquement, comme souvent sur les voitures, relever l'appui-tête parce que sinon, il nous gêne. Sinon dans le dos, dans le haut du dos. Donc ça, c'est un petit peu embêtant de ce côté-là. On a ici un petit rangement pas très heureux. On a un petit vide-poche ici, mais c'est à peu près tout. Il se passe rien à l'arrière de notre voiture. Par contre, encore une fois, on est assez monospacéisé également sur notre voiture puisque on a une banquette arrière qui est un peu plus haute que les sièges avant, donc les enfants qui ont le mal de mer se sentiront un peu mieux dans cette voiture vis-à-vis d'une autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a assez de place vis-à-vis de l'encombrement extérieur, donc c'est loin d'être une punition essentielle d'être dans cette voiture à l'arrière. Et la garde au toit est très importante, donc pas de risque pour moi de toucher le plafonnier à moins de faire la taille de Shaquille O'Neal, mais visiblement ça ne m'arrivera pas. Avant de prendre les mesures de coffre et d'espace à bord de cette voiture, on peut signaler que le coffre est quasi carré. Le coffre a l'air d'avoir une contenance relativement correcte, un seuil de chargement un petit peu haut, il faut quand même monter assez haut les éléments. On a la banquette qui est rabattable en 2 tiers 1 tiers, donc c'est pas un drame. Voilà, donc c'est assez moyen, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais non plus. La roue de secours est en dessous le tapis sur les 307, donc là il n'y a pas de problème de galette ou de kit anti-crevaison. À l'époque on était généreux, on mettait une vraie roue. Donc l'effet général de cette 307 est plutôt bien, plutôt complet. Le visuel est faussé par rapport à la réalité. Donc nous obtenons 68 cm de longueur de coffre, ainsi que au plus petit, donc dans les passages de roue, on obtient 94 cm de coffre. Je crois de mémoire que c'est des valeurs qui sont un peu plus faibles qu'une Xara de ce côté-là. Donc ça fait pas très monospace ce coffre. Il est carré, mais voilà. 53 en longueur possible et en largeur au coude 1,34 m. Je vous mets en photo l'une des concurrentes, comme ça vous savez à peu près tout sur l'habitabilité de la voiture. Mais évidemment, on n'est pas sur l'espace à bord d'un monospace, contrairement à ce que pourrait laisser penser son design. Ici, la voiture nous est offerte avec le moteur traditionnel PSA pendant plus de 20 ans, le TU 16 soupape, enfin le moteur TU
qui n'est pas paru tout de suite en 16 soupapes, mais qui ici fait 110 chevaux, associé à sa boîte manuelle à 5 rapports, comme je disais tout à l'heure. C'est une mécanique qui pose pas d'histoire particulière. Il y a une courroie de distribution à changer tous les 10 ans sur ces années-là de véhicules. L'entretien courant annuel est peu onéreux globalement sur ces voitures. C'est un moteur très courant sur les 307 essence, et c'est un moteur et c'est une voiture qu'on va laisser tout de suite sur la route pour voir si elle est toujours valable aujourd'hui à être utilisée et si ses performances sont suffisantes vis-à-vis du poids assez important de cette voiture. Nous voici donc au volant de la 307 essence 1,6 litre. Et donc effectivement il n'avait pas de clignotant lui. Ce qui nous interpelle en premier lieu, c'est ce tableau de bord vraiment très profond, très proéminent, et le siège aussi qui est de bonne qualité dans cette voiture. Donc ça aussi c'est un bon moment agréable dans cette voiture, pour être tout à fait honnête. Et on n'a pas cet égard à chaque fois sur les voitures compactes du début des années 2000. On est plutôt bien installé. Et par contre, ouais, le côté un peu monospace de l'intérieur, c'est assez... ça pouvait être assez étonnant à l'époque, à la mise en bouche. Nouveau petit parcours aujourd'hui, hein. On a l'Île-de-France qui nous réserve parfois des joies de circulation. Et comme je sais que là c'est un peu compliqué, j'ai changé de parcours un petit peu. Donc on va essayer de respecter les mêmes choses qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire accélérer un peu et faire une conduite en ville également. Donc là on est en conduite en ville. Vous avez vu l'accélération, moi je ne l'ai pas encore mesuré, je ne l'ai pas encore chronométré. Bon, évidemment je connais des 307, j'en ai eu 1 million dans ma vie avec différentes motorisations. Donc je sais à peu près à quoi m'attendre en termes de chiffrage, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, il y a un fait constaté, alors je ne sais pas trop pour quelle raison, mais j'ai noté aussi la même chose avec le moteur Renault 4x4M, donc le concurrent de ce TU 1,6 litre. Les deux sont des 1,6 litre, et en fonction des versions, j'ai l'impression qu'il y a des TU 1,6 litre qui marchent beaucoup mieux que d'autres. Ils sont pas plus usés d'un point de vue technique, hein. J'en avais même des très récentes qui marchaient mal ou qui marchaient bien, sans que j'ai vraiment d'explication. Je sais pas pourquoi ça fait ça particulièrement. Là, celle-ci, je l'estime plutôt haut de panier des 1,6 litre. Donc il y aura des 1,6 litre qui auront des chiffres un peu moins bons que cette version là. Celle-là, je la trouve assez agréable à emmener. Il y en a qui sont pas très agréables. J'ai pas d'explication à ça. Il y a des 1,6 litre, même chez Renault, qui vont être très véloces, très toniques, et puis d'autres qui vont être un peu plus en galère. Et souvent d'ailleurs, les versions qui fonctionnent le mieux en termes de performance sont souvent aussi associées à des consommations un peu plus raisonnables. Je pense qu'il y a des moteurs qui sont plus ou moins bien réglés. Et là, celui-là, je trouve qu'il est bien réglé. Enfin, je sais pas si c'est une vraie explication, mais bon. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai. Et là, quand je fais ça, là, quand j'essaye de partir un peu en côte, c'est pas très énervé, hein. La 307, c'est une voiture très très lourde. C'est une compacte qui fait quasiment 1,4 tonne de manière générale. Il y en a qui font même plus qu'une tonne 4. Quand vous avez les jantes en 17, le toit ouvrant, les sièges chauffants, etc. Quand vous avez toutes les options, tous les équipements, tableau de bord en cuir, etc. Des voitures qui font 1,5 tonne même. C'est extrêmement lourd pour une voiture si compacte. Et à l'époque, quand ils ont fait ces voitures un peu monospace, qui au demeurant étaient très agréables, là à 80 km/h, il n'y a pas de bruit particulier, etc.
mais ils n'avaient pas la maîtrise du poids. Et on avait des voitures très très lourdes, des monospaces, c'est même une erreur que je dise monospace. On avait des compacts qui étaient extrêmement lourdes, qui avaient pris 200-300 kg. Il y a 300 kg d'écart entre une 307 et une 306, ce qui est énorme. Il n'y a pas de saut de poids comme ça entre deux générations. On a la 308 qui a succédé à cette 307, qui avait maintenu cette espèce de monospace berline, qui n'avait pas repris 300 kg de plus, parce qu'évidemment là on aurait été sur une baleine qui était aussi une voiture très très lourde, mais l'écart de poids entre les deux a été extrêmement conséquent et évidemment préjudiciable sur le tempérament du moteur. Le châssis, ils ont réussi à le maintenir efficace sur ces voitures. Il est très bien guidé, très précis, toujours très agréable. On se surprend même à vouloir avoir une conduite assez dynamique avec ces voitures-là d'un point de vue du châssis, ce qui est la recette assez courante chez Peugeot. C'est une habitude que de le dire. Mais la 307 déroge pas à la règle. Avec des pneus de qualité, on a une voiture qui est extrêmement agile, extrêmement agréable, tout en maintenant un certain niveau de confort. Elle n'est pas excessivement moelleuse. Je pars en deuxième là, je sais pas pourquoi. Elle est l'ensemble confort tenue de route est plus agréable sur cette 307 que sur la Mégane 2. La Mégane 2, elle est un peu plus typée confort. Alors elle va plaire à certaines personnes peut-être un peu plus facilement, je dirais. Dommage que cette voiture soit lourde. Si elle était moins lourde, on l'appellerait 306. Et moi, la 306, c'est plus à mon goût que la 307. Mais la 307 a énormément progressé du point de vue du confort, qui était, à mes yeux, pas la qualité première de la 306, qui était une simple évolution de 205, quoi, finalement. Mais bon, l'ensemble est judicieux, assez moderne pour une voiture de quasiment 25 ans maintenant. Donc le pari marche toujours. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens à mettre dans une auto, ou si c'est pas votre envie de mettre des moyens dans une voiture, la 307 en 1,6 litre essence, c'est encore tout à fait honnête. Par contre, il faut quand même faire attention, parce que les problèmes électriques des 307 sont assez pénibles, peuvent vite être coûteux en plus. Les pièces d'usure, la fiabilité moteur est plutôt bonne, l'aspect extérieur est pas très engageant de manière générale, tout comme l'électronique. Donc soyez attentifs avant l'achat d'une 307. Il y a des très beaux exemplaires et des très vilains exemplaires. Mais en tout cas, quand vous décelez un véhicule, c'est encore absolument dans le coup, sans avoir l'excès de modernité et d'électronique que pourrait présenter une voiture actuelle, tout en étant 3 à 4 fois moins cher, et tout en étant évidemment plus fiable qu'une Peugeot PureTech. Ça, il n'y a plus besoin de le dire pour le savoir. Maintenant, c'est bien rentré dans la tête des gens. Le PureTech, c'est pas terrible. Ces TU là sont nettement plus fiables, et donc bien plus à recommander que ce qui a été fait après depuis les 15 ans maintenant chez Peugeot. C'est vraiment pas fameux. Donc voilà, les 307 sont encore aujourd'hui absolument valables en tout point. Vous aurez bientôt une vidéo fiabilité, évidemment, pour déceler les quelques points problématiques de ces 307. Donc soyez patients, elle arrive. Voilà, donc ensemble encore positif, mais c'est une voiture qui est à réserver à des gens qui n'ont pas forcément envie d'avoir une voiture très passionnante à emmener. Elle a des qualités, mais elle n'a pas
les qualités qui font que ça fait rêver les amateurs de voitures, on va qualifier de sportives. Voilà, donc ça reste positif globalement, et c'est un choix encore tout à fait conseillé aujourd'hui, 2025. On peut toujours s'offrir ce genre d'auto. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. Merci pour vos abonnements, vos commentaires, toujours plus nombreux sur Le Garage PTS sur YouTube, Facebook et Instagram. Merci à vous, à bientôt.